911, quelle était votre situation d'urgence? La voix de Kaylan était calme, travaillée jusqu'à devenir complètement automatique. Dans les écouteurs, on entendait le murmure saccadé et haletant d'une femme. Une seconde de silence, puis un sanglot brusque. Il s'était déjà penché vers le micro. Ses doigts d'eau voletaient sur le clavier, prêts à taper l'adresse, le nom, les détails de l'incident. Tout ce qui pouvait sauver une autre vie dans cette ville, sans visage, qui ne dormait jamais. « Madame, je vous écoute. Parlez-moi. Que se passe-t-il » répéta-t-il en élevant la voix, juste assez pour percer le voile de la peur de son interlocutrice, mais sans l'effrayer davantage. « Il est dans la maison. Il a cassé la fenêtre de la cuisine. J'entends ses pas. S'il vous plaît. » Sa voix se brisa. Kaylan ne perdit pas de temps avec les paroles rassurantes que l'on voit dans les films. Ce n'était pas son travail. Son travail, c'était l'information, la rapidité, la précision, adresse, nom, description. « Madame, j'ai déjà envoyé une patrouille. Ils seront là dans 3 minutes. Restez en ligne. Où êtes-vous » Ses doigts avaient déjà fini de saisir le code de l'incident. Un point rouge clignotait sur la carte du centre opérationnel et la patrouille la plus proche avait changé de cap. Dans le placard, dans la chambre au 2e étage. Oh mon Dieu, il monte les escaliers. Le murmure se transforma en un couinement étouffé. Kaylan entendait chacune de ses respirations, chacun des battements de son cœur, qui résonnaient dans la membrane du microphone. Il entendait le grincement des planches en arrière-plan, étranger, lourd, régulier. C'était le bruit d'un prédateur qui sait que sa proie est acculée. Il continuait à parler, à poser des questions simples, forçant son cerveau à fonctionner, à s'accrocher à sa voix comme à une bouée de sauvetage. « Il est habillé en noir? Avez-vous vu son visage? Avez-vous une arme ?» Les questions étaient des standards, mais elle la maintenait lui consciente. Les 3 minutes durèrent 3 heures. Il entendit la poignée de la porte de la chambre tourner lentement. La femme poussa un cri bref et perçant. Puis, il y eut un bruit de choc, un craquement de bois, et le silence revint dans le combiné. Mais Kaylan ne raccrocha pas. Il continua à écouter le vide jusqu'à ce qu'une nouvelle voix, brusque et professionnelle, retentisse dans ses écouteurs. « Centrale, ici patrouille 7-1. L'individu a été arrêté. La femme est en sécurité. Je demande une équipe médicale. Elle est en état de choc et souffre de plusieurs contusions. » Kaylan expira. Il appuya sur le bouton de fin d'appel, nota l'incident dans le journal et se cala dans son fauteuil. Une nuit comme les autres, une autre vie sauvée. Il regarda son collègue de quart, Jaron, qui venait de terminer une conversation avec un autre hypocondriaque, convaincu d'avoir une crise cardiaque après avoir mangé une pizza épicée. Jaron croisa son regard, secoua la tête et tapa un court message sur le clavier dans le chat de travail. « Encore un glouton. Et toi, quoi de neuf ?» Kaylan répondit tout aussi brièvement « Piratage, ça marche. » Il n'aimait pas les conversations futiles. Son travail exigeait de la concentration. Dans cette ruche bourdonnante, où des dizaines d'opérateurs recevaient simultanément des appels à l'aide désespérée provenant de toute la ville, la concentration était synonyme de survie. Il travaillait ici depuis 2 ans déjà. Il était arrivé après l'armée, à la recherche d'un emploi où son sang-froid et sa capacité à agir dans des situations stressantes pourraient être utiles. Et il avait trouvé. Il avait appris à mettre ses émotions de côté, à percevoir les histoires les plus horribles comme un ensemble de faits qu'il fallait traiter rapidement et transmettre. Les enfants en pleurs, les blessés dans les accidents, les victimes de violences, tous ne devenaient pour lui que des voix dans ses écouteurs, des lignes dans un rapport. C'était un mécanisme de défense, sans lequel on pouvait devenir fou en 1 semaine ici. Mais parfois, quelque chose perçait cette armure.
quelque chose d'inhabituel. Le signal sur son panneau de contrôle clignota à nouveau. Il appuya sur le bouton de réception. 911, quelle était votre situation d'urgence? En réponse, il n'y eut que le silence, ponctué d'un étrange grésillement, semblable aux interférences d'un vieux poste de radio. Kaylan fronça les sourcils. « Allô? Je vous écoute. Avez-vous besoin d'aide ?» répéta-t-il plus fort. C'est alors qu'il entendit une voix d'enfant, déformée par les interférences, faible, comme si elle venait de très loin. « Aidez-moi, il est dans la maison », murmura le garçon. Kaylan se tendit. Les appels provenant d'enfants étaient là les plus difficiles. « Petit, comment tu t'appelles? Où es-tu » Sa voix s'adoucit automatiquement. En réponse, il n'entendit à nouveau que des grésillements, puis le même murmure effrayé. « Il arrive. La poupée. Elle me regarde. » Et encore des interférences qui couvrirent par la fin de la phrase. « Une poupée? Petit, donne-moi ton adresse. Je ne peux pas t'aider si je ne sais pas où tu es. » Kaylan avait déjà ouvert le protocole pour ce genre de cas. Souvent, les enfants appelaient à cause de cauchemars ou simplement pour s'amuser. Mais cette voix, il y avait quelque chose de réel dans cette voix, quelque chose qui lui donna des frissons dans le dos. Le garçon, en sanglotant, dicta l'adresse. 45 Willow Creek. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Kaylan entra immédiatement l'adresse dans le système. Willow Creek était une rue située à la périphérie de la ville, dans un quartier ancien et presque abandonné. Le système indiquait que la patrouille la plus proche serait là dans 7 minutes. C'était trop long. « J'ai déjà envoyé des secours, ils seront là bientôt. Reste en ligne, parle-moi de la poupée. À quoi ressemble-t-elle » Il essayait de retenir l'attention du garçon pour l'empêcher de paniquer. « Un clown. Il est assis dans un coin. Ses yeux, ils me suivent. Papa m'a dit de ne pas le toucher, mais il bouge. Je l'ai entendu. » La voix du garçon était entrecoupée. Il étouffait de peur. Kaylan sentait la tension monter. Il n'entendait rien d'autre en arrière-plan que ce curieux craquement lancinant. Pas de bruit de pas, pas de grincement de porte. Seulement la voix de l'enfant et les parasites. « Petit, où sont tes parents ?» demanda-t-il. « Ils dorment. Ilébé est venu les chercher. Je me suis caché sous le lit, » murmura le garçon. Et à ce moment-là, la ligne fut coupée. Juste un clic, puis le silence. Kaylan cria plusieurs fois dans le micro. « Allô, mon petit ?» Mais il n'obtint aucune réponse. Il essaya immédiatement de rappeler, mais le système afficha une erreur. Numéro non identifié. Cela arrivait, mais rarement. Il contacta l'équipe de patrouille qui se rendait déjà à l'adresse indiquée. « 72, » dit le central. « Au 45 Willow Creek, un enfant était peut-être en danger. Soyez prudent. Le garçon a signalé la présence d'un intrus dans la maison. »« Compris, central. Nous arrivons dans 2 minutes, » répondit d'une voix assurée l'officier. Kaylan fixa du regard l'écran où l'icône de la voiture de patrouille se déplaçait lentement. Il ne pouvait se débarrasser d'un sentiment étrange. La voix du garçon, les interférences, la mention d'une poupée clown, tout cela ressemblait à un mauvais film d'horreur. Il ouvrit le fil d'actualité et tapa l'adresse dans la barre de recherche. 45 Willow Creek. Rien, aucun incident récent. Il ouvrit les archives de municipales, la base de données immobilières. Et c'est là que le premier choc l'attendait. La maison numéro 45 de Willow Creek n'existait pas. Selon les archives, elle avait été entièrement détruite par un incendie 15 ans auparavant. L'incendie s'était déclaré le 26 octobre 2010. Toute la famille qui y vivait, le mari, la femme et leur fils de 8 ans, avaient péri. La cause de l'incendie n'a jamais été déterminée. Kaylan sentit sa bouche s'assécher. Ce n'était pas possible. Une erreur dans la base de données. Ou le garçon s'était trompé d'adresse. Une blague stupide. Il relut les lignes du rapport encore et encore. La famille Underwood.
Mark, Sarah et leur fils, Léo. Soudain, la voix du patrouilleur retentit dans ses écouteurs. « Centrale, ici 72. Je vous écoute, 72. » répondit Kaylan en s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Nous sommes sur place. Il n'y a pas de maison au 45. Il n'y a qu'un terrain vague envahi par les mauvaises herbes. Apparemment, un incendie s'est déclaré ici il y a longtemps. Il ne reste que les fondations calcinées. Aucun signe d'enfant. Il n'y a personne. Je répète, c'est une fausse alerte. » Kaylan resta silencieux. Il regardait l'écran, une vieille photo en noir et blanc tirée du dossier d'archives. Une famille heureuse sur la pelouse devant la maison. Un homme, une femme et un petit garçon qui serrait fort contre lui une poupée de chiffon maladroite en forme de clown souriant. Ses doigts s'immobilisèrent au-dessus du clavier. Il devait clore l'appel, le marquer comme « faux » ou « canular ». Mais il n'y parvenait pas. Il repassa dans sa tête la voix du petit garçon. Le clown, il est assis dans le coin. Ses yeux, ils me suivent. Kaylan referma lentement le dossier d'archives. Il marqua l'appel comme une blague, comme l'exigeait le protocole. Mais lorsqu'il se tourna vers son terminal, il remarqua que le voyant vert de son clavier, indiquant une ligne libre, clignotait étrangement. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Il brillait simplement d'une lumière constante. Mais maintenant, il clignotait, de manière à peine perceptible, au rythme du même crépitement qu'il avait entendu sur la ligne pendant l'appel. Comme si quelque chose attendait son prochain service, attendait qu'il appuie à nouveau sur le bouton de réception. Il travailla le reste de son service comme dans un brouillard. Il prit des appels, envoya des patrouilles, coordonna les actions des médecins, tout cela machinalement. Mais ses pensées revenaient midi sans cesse au garçon de Willow Creek, à la voix provenant d'une maison qui n'existait plus, à la voix du passé. Il essayait de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence. Quelqu'un avait trouvé une vieille histoire et avait décidé de faire une blague au service de secours. Cela arrivait parfois. Les gens étaient cruels et stupides. Mais les détails, la poupée clown, comment le farceur pouvait-il être au courant? Le rapport d'incendie n'en faisait pas mention. Ce n'était qu'un détail sur une vieille photo de famille, perdue dans les archives. À la fin de son service, il sortit dans la rue. L'air avant l'aube était froid et humide. La ville commençait tout juste à s'éveiller. Mais pour Kaylan, le monde avait changé. Auparavant, il était rempli de tragédies réelles et compréhensibles. Maintenant, une fissure était apparue, à travers laquelle quelque chose d'autre s'infiltrait. Quelque chose pour lequel il n'y avait pas de code dans ses protocoles et ses instructions. Il s'assit dans sa voiture, mais ne se pressa pas de démarrer le moteur. Il resta simplement assis dans le silence, regardant son téléphone. Il avait désespérément envie d'appeler quelqu'un, de raconter cela. Mais qui? Que dirait-il? Un fantôme m'a appelé. On le prendrait pour un fou, on le renverrait de son travail. Il était seul face à cela, avec cette connaissance, et avec cette lumière verte clignotante dans sa mémoire, il démarra la voiture et rentra chez lui. Mais il savait qu'il ne pourrait pas dormir cette nuit-là. Il attendrait la nuit suivante. Il attendrait le prochain appel, car il sentait que ce n'était que le début. Les quelques gardes suivantes se sont déroulées dans le brouillard des appels routiniers. Des cambriolages, des accidents de voiture, de fausses alertes provenant de personnes âgées seules qui avaient simplement envie de parler. Kaylan travaillait avec une concentration redoublée. Ses doigts volaient roulés sur le clavier. Sa voix était calme et d'une politesse irréprochable. Mais ce n'était qu'en apparence. À l'intérieur, il était constamment en attente. Chaque pause sur la ligne, chaque grésillement le faisait sursauter. Il commença à écouter non seulement les mots, mais aussi le silence qui les suivait. Il tressaillait au moindre bruit dans ses écouteurs qui sortaient de l'ordinaire. Jaron lui jeta un regard noir à plusieurs reprises. « Ça va?
On dirait que tu attends un appel du diable lui-même, marmonna-t-il un jour, lorsque Kaylan répondit trop brusquement à un appel. Kaylan fit simplement un geste de la main, prétextant un manque de sommeil. Il ne pouvait en parler à personne. Il avait essayé. Un soir, assis chez lui devant la télévision éteinte, il avait composé le numéro d'un ancien camarade de l'armée. Il voulait simplement se confier, mais lorsque celui-ci avait répondu, les mots s'étaient bandés coincés dans sa gorge. Que pouvait-il dire? Que les morts l'appelaient? Il marmonna quelque chose à propos de vieille Agdette et raccrocha. Il était isolé, enfermé dans sa tête avec la voix du garçon mort et l'image de la maison incendiée. Il se rendait sans cesse aux archives, relisant le dossier sur l'incendie de la maison de Willow Creek. Aucun nouveau détail, aucun indice, juste un rapport sec sur la tragédie qui s'était produite 15 ans auparavant. Il commença à douter de sa propre santé mentale. Peut-être était-ce de la fatigue, du stress, une hallucination auditive. Il était presque convaincu que c'était le cas lorsque cela se reproduisit. C'était la 3e nuit après cet appel. Le service avait été difficile. Un grave accident sur l'autoroute les avait accaparés pendant plusieurs heures. Et alors que le flot d'appels s'était enfin calmé, son poste s'est remis à clignoter. Pas comme d'habitude. Le voyant vert ne se contentait pas de rester allumé. Il clignotait à nouveau faiblement. Le cœur de Kaylan a raté un battement. Il a pris une profonde inspiration et a appuyé sur le bouton de réception. « 911, quelle est votre situation d'urgence ?» Encore ce bruit étrange, mais cette fois-ci, le fond sonore était différent. Il était plus clair, mais un son fin et répétitif le traversait. Une mélodie, simple, comme celle d'une boîte à musique pour enfants. Puis, il entendit une voix féminine qui se transforma en cri. « Aidez-moi, il va me tuer! Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît !» criait la femme. Sa voix était pleine d'horreur, mais il y avait quelque chose d'étrange, une sorte de monotonie artificielle, comme si les émotions avaient été superposées à une bande sonore parfaitement régulière. « Madame, donnez-moi votre adresse, je vais envoyer des secours, » dit Kaylan, les doigts déjà prêts à taper. « 128 Maple Drive, » cria-t-elle. « Il a un couteau, il vient ici, je me suis enfermé dans la chambre, mais il va enfoncer la porte. » En arrière-plan, Kaylan entendait distinctement des coups sourds sur le bois et la mélodie douce et incessante d'une boîte à musique. Il envoya une équipe, la patrouille la plus proche était à 4 minutes, mais il savait déjà, il le sentait. Pendant que la femme aux écouteurs continuait à crier et à supplier, il ouvrit la base de données. Ses doigts tremblaient lorsqu'il tapa l'adresse, 128 Maple Drive. Le système réfléchit un instant et afficha le résultat. Une affaire vieille de 7 ans. Meurtre et suicide. Arthur Vance avait poignardé sa femme, Amelia, puis s'était pendu dans la même pièce. Les voisins avaient appelé la police après ne pas avoir vu le couple depuis plusieurs jours. Les patrouilleurs avaient découvert 2 corps. Kaylan ouvrit le rapport complet. Ses yeux parcoururent les lignes, captant les détails. Traces de lutte. La porte de la chambre était enfoncée. L'arme du crime était un couteau de cuisine. Et la dernière ligne de la description de la scène du crime, ajoutée par l'un des premiers agents arrivés sur place, une boîte à musique en état de marche a été trouvée sur la table de chevet à côté du lit de la victime. Elle jouait une simple mélodie de berceuse. Kaylan sentit la nausée lui monter à la gorge. Il était toujours en ligne. La femme, Amelia, continuait de crier. « Il a presque enfoncé la porte. Oh mon Dieu, non, non, s'il vous plaît !» Sa voix fut interrompue par le bruit du bois qui craquait. Puis une nouvelle voix se fit entendre dans le combiné. Une voix masculine, grave, déformée par les interférences, mais d'un calme glacial. « Amelia, » dit-il, « il est temps d'arrêter tout ce bruit. » Un cri perçant de femme retentit, qui se transforma rapidement en un râle gargouillant, pré-mortem.
puis le bruit d'un corps qui tombe, et le silence. Seule la boîte à musique continua à jouer sa mélodie monotone pendant quelques secondes, puis s'arrêta. La ligne était coupée. Ceylan était assis, agrippé au bord de la table. Il ne respirait plus. À ce moment-là, la voix calme du patrouilleur retentit dans les écouteurs. « Centrale, ici le 93. Nous sommes au 128, Maple Drive. Tout est calme ici. Les lumières sont allumées dans la maison. Les propriétaires nous ont ouverts. Ils disent mais qu'ils n'ont pas appelé. Il doit y avoir une erreur. » Ceylan ne répondit pas. Il en était incapable. Il regardait simplement dans le vide. Il venait d'écouter en direct le meurtre qui avait eu lieu 7 ans auparavant. Il était là. Il avait entendu les derniers instants de la vie d'Amelia Vance. Il n'avait rien pu faire. Il était un témoin impuissant venu du futur. « Centrale, vous m'entendez » répéta le patrouilleur, une pointe d'agacement dans la voix. Ceylan déglutit, essayant de reprendre le contrôle de sa voix. « Compris, 93. Terminé. Reprenez votre route. Faux appel. » articula-t-il. Il coupa la communication et arracha brusquement ses écouteurs, les jetant sur le pupitre. Il étouffait. L'air semblait s'être évaporé dans l'immense salle du centre d'appel. Il sentait les regards des autres opérateurs posés sur lui. Quelqu'un haussa les sourcils d'un air surpris. « Ceylan, que s'est-il passé ?» demanda une voix sévère derrière lui. C'était Elara, leur superviseuse de nuit. Une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant et au sang-froid, à toute épreuve. Elle avait tout vu dans ce travail et il était difficile de la surprendre. Elle s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Un appel difficile ?» Ceylan acquiesça lentement, sans se retourner. Il ne voulait pas qu'elle voie son visage. « Oui, violence domestique. Ça semblait très réel, » dit-il en s'efforçant de parler d'une voix calme. Mais la patrouille a dit que c'était une blague. Elara resta silencieuse, sa main toujours posée sur son épaule. Elle voyait son pouls sur son moniteur. Il était au plus haut. « Va te laver, » dit-elle doucement, mais avec fermeté. « Fais une pause de 5 minutes et bois de l'eau. Ne laisse pas ces salauds te faire perdre pied. » Il se leva en silence et se dirigea vers la salle de repos. Il ne regardait pas autour de lui. Il avait l'impression que tout le monde dans cette pièce connaissait son secret. Comme s'il avait écrit sur son front « Je parle aux morts ». Dans les toilettes, il s'approcha du lavabo et ouvrit le robinet d'eau froide. Il regarda longuement son reflet dans le miroir. Un visage pâle, des pupilles dilatées. Un homme au bord du gouffre. Cela ne ressemblait plus à une blague ou à une hallucination. C'était un système, une régularité. 2 appels, 2 morts du passé, et les 2 fois par l'intermédiaire de son combiné. Pourquoi lui? Quelle malédiction était-ce? Il s'aspergea le visage d'eau glacée pour essayer de reprendre ses esprits. Le froid clarifia ses pensées pendant un instant. Ces appels, ils n'étaient pas fortuits. Ils arrivaient d'être sur sa ligne. La pulsation mystérieuse du voyant d'appel n'apparaissait qu'à sa place. Quelque chose ou quelqu'un l'avait choisi. Mais dans quel but? Pour qu'il devienne l'auditeur impuissant de vieilles tragédies? Pour qu'il revive encore et encore l'agonie d'autrui? Il retourna à son poste de travail. Elara lui fit un signe de tête silencieux, le regard attentif, scrutateur. Il s'assit dans son fauteuil et remit ses écouteurs. Silence. Mais maintenant, elle était différente. Elle n'était pas vide, elle était remplie d'attente. Il regardait son pupitre, le voyant vert. À présent, il brillait d'une lumière régulière et calme. Mais Ceylan savait que ce n'était qu'une accalmie. Il n'avait plus peur. La peur avait laissé place à autre chose. Une froide et sombre détermination. Il devait comprendre ce qui se passait. Pas pour lui-même, mais pour ces voix qui lui parvenaient à travers le temps. Il ouvrit un fichier vide sur son ordinateur.
Il devait systématiser tout ce qu'il savait, les adresses, les dates, les noms, les détails qui ne figuraient pas dans les rapports officiels. La poupée clown, une boîte à musique. Il devait trouver le lien, trouver la raison, car il comprenait que s'il ne le faisait pas, le prochain appel pourrait être le dernier, pas pour quelqu'un dans le passé, mais pour lui-même. Et alors qu'il y réfléchissait, il lui sembla entendre à nouveau, dans le ronronnement silencieux de l'équipement en marche, le crépitement à peine perceptible des interférences, comme si la ligne était toujours ouverte, comme si quelqu'un à l'autre bout attendait qu'il soit prêt à écouter la suite. Kailan avait transformé son petit appartement en une sorte de quartier général. Sur le mur était accrochée une grande carte de la ville, sur laquelle Willow Creek et Maple Drive étaient marqués par 2 punaises rouges, les 2 pôles de son nouveau monde cauchemardesque. Il dormait 3 ou 4 heures par jour et passait le reste du temps devant son ordinateur, à fouiller dans les archives numérisées auxquelles il avait accès. Il cherchait des similitudes. Il comparait les dates, les heures, les conditions météorologiques. Rien. L'incendie qui a coûté la vie à la famille Underwood s'est produit par une claire nuit d'automne. Le meurtre d'Amelia Vance par un soir pluvieux de printemps. Aucun lien. Les victimes ne se connaissaient même pas, n'avaient fait rien en commun. Il s'agissait simplement d'actes de violence brutaux et aléatoires, séparés par des années et des kilomètres. Au travail, il était devenu une ombre. Il accomplissait ses tâches avec une précision mécanique, mais s'était complètement déconnecté du monde qui l'entourait. Il ne participait plus aux brèves disputes avec Jaron, ne répondait plus aux questions habituelles d'Elara sur son état de santé. Toute son attention était concentrée sur le panneau de contrôle. Il attendait. Il savait qu'il y aurait un autre appel. Il commença à étudier non seulement les incidents, mais aussi le système 9-1 lui-même. Son histoire, son fonctionnement technique. Il lut de vieux manuels d'utilisation poussiéreux, parcourut les forums destinés aux techniciens. Il essayait de trouver une explication, quelle qu'elle soit. Et un soir, pendant un moment de calme pendant son service, il l'a trouvée. Il a décidé de vérifier les journaux systèmes de ses derniers services, juste pour s'assurer qu'il ne devenait pas fou. Officiellement, il n'y avait rien d'inhabituel dans son historique d'appels. Tous les appels avaient été enregistrés, y compris les faux. Mais lorsqu'il a consulté le journal technique plus détaillé, destiné au dépannage du système, il a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Les appels de Leo Underwood et Amelia Vance y figuraient, mais ils étaient marqués d'une manière étrange. Dans la colonne « Durée », il y avait 0. Dans la colonne « de source », au lieu d'un numéro de téléphone ou de la mention « indéterminée », figurait un code interne étrange. Echo signal. Signal écho 0. Kailan n'avait jamais vu cette désignation auparavant. Il a rapidement saisi le code dans la base de connaissances interne destinée aux techniciens. Le résultat fut unique, un lien vers un document d'archives datant d'il y a 25 ans, à l'époque de l'installation de la toute première version de ce système de communication. Le document était intitulé « Protocole de traitement des signatures anormales ». Kailan se plongea dans le texte. Il indiquait que le système enregistrait parfois des signaux fantômes, des échos d'appels passés qui provenaient d'une résonance rare dans les anciennes lignes de communication en cuivre. Le système était censé les reconnaître et les filtrer automatiquement en les marquant comme 0 afin qu'ils ne parviennent pas aux opérateurs. Son système était manifestement défaillant. Il ne filtrait pas ces signaux. Il les lui envoyait directement. Le document mentionnait le nom de l'ingénieur en chef qui avait supervisé l'installation, Silas Crow. Kailan le rechercha dans la base de données des anciens employés. Silas Crow. Départ pour raison de santé il y a 18 ans. Adresse, téléphone. Les coordonnées étaient anciennes, mais c'était un indice, le premier indice concret. Cette nuit-là,
Il attendit à nouveau l'appel, mais cette fois, il n'était plus simplement effrayé. Il était prêt. Il était un chasseur attendant sa proie. Une lumière verte clignotante apparut vers 3 heures du matin. Kaylan se redressa, posa la main sur la souris et ouvrit le programme d'enregistrement audio. Il devait enregistrer cela. Il prit l'appel. 911, quelle était votre situation d'urgence? Le bruit de l'eau. Un grondement puissant et envahissant. Et une voix masculine, haletante, pleine de panique et de désespoir. La voiture, elle est dans l'eau. Je suis sous le pont Millwater. Au secours, la portée est bloquée, criait l'homme. Le son était horrible, déformé, comme si le microphone de son téléphone était déjà à moitié immergé dans l'eau. Kaylan entendait l'homme frapper désespérément contre la vitre, l'eau monter et couvrir ses cris. « Monsieur, calmez-vous, les secours sont en route. » Kaylan répétait ces mots machinalement, tandis que ses doigts tapaient déjà, pont Millwater, dans la recherche d'archives. « Je ne peux plus respirer. Il y a de l'eau partout. Il fait froid. » La voix de l'homme s'affaiblissait, devenait gargouillante. Kaylan trouva. Il y a 19 ans. Corbin Hayes, 22 ans. Lors d'une violente tempête, il avait perdu le contrôle de son véhicule, qui avait percuté le garde-corps du vieux pont Millwater et était tombé dans la rivière. Le corps n'avait été repêché que le lendemain. Cause du décès, noyade. Dans les écouteurs, on entendit un dernier soupir convulsif, puis plus que le bruit de l'eau qui arrivait. Quelques secondes plus tard, la ligne se tut. Kaylan resta immobile. Il avait tout enregistré, le son de la mort d'une autre personne. Il leva les yeux de son écran. Son regard glissa sur la salle et s'arrêta sur Elara. Elle se tenait près de la machine à café et discutait calmement avec un autre superviseur. Une nuit comme les autres, une garde comme les autres. Il revint au dossier d'archives de Corbin Hayes. Il feuilleta les photos prises sur les lieux, la barrière brisée, les plongeurs à l'œuvre, les visages tristes des policiers. Et sur l'une des photos prises au quartier général opérationnel, installé sur le rivage, il l'aperçut. Une très jeune femme en uniforme d'opératrice, 911. Elle parlait avec concentration dans sa radio, le visage tendu. C'était Elara. Elle avait 20 ans de moins, mais c'était bien elle. Le monde de Kaylan se réduisit à un seul point, au visage de son chef sur une vieille photo. Ce n'était pas des tragédies fortuites, c'était des tragédies auxquelles leur service avait participé d'une manière ou d'une autre. Le système ne se contentait pas de retransmettre des morts accidentelles. Il retransmettait ses propres souvenirs, ses vieilles blessures. Et Elara, elle faisait partie de l'un de ses souvenirs. Elle était là. Elle avait entendu la même chose que lui, mais pour de vrai, il y a 19 ans. Savait-elle quelque chose? Se souvenait-elle de cet appel? Il la regarda à nouveau. Elle riait maintenant d'une blague. Une femme ordinaire qui faisait son travail. Mais pour Kaylan, elle n'était plus seulement une superviseuse. Elle faisait partie du puzzle, peut-être la clé, ou l'impasse. Il ferma toutes les fenêtres sur son ordinateur et enregistra le fichier audio sur une clé USB cryptée. Il devait parler à Silas Crow, le plus tôt possible, mais désormais, un nouvel élément dangereux s'ajoutait à sa mission, la surveillance. Il devait surveiller Elara, comprendre si elle n'était qu'un témoin fortuit du passé ou si son lien avec ses appels était plus profond qu'il ne pouvait l'imaginer. Il se sentait comme un espion en territoire ennemi. Et ce territoire était son propre lieu de travail, l'endroit où il sauvait des vies, et l'endroit qui, lentement mais sûrement, le rendait fou en le forçant à écouter les voix de ceux qu'il était désormais impossible de sauver. Il termina son service sans rien laisser transparaître de son état intérieur. Mais alors qu'il se dirigeait vers sa voiture dans le parking désert, il ressentit pour la première fois une véritable peur consciente. Pas une terreur panique provoquée par les voix des morts,
mais la peur froide et calculatrice d'un homme qui avait compris qu'il était impliqué dans quelque chose de bien plus grand et dangereux qu'une simple panne du système téléphonique. Il était impliqué dans un secret que ce système gardait depuis des décennies, et il n'était pas sûr que ce système lui permettrait de révéler ce secret. Kaylan prit 2 jours de congé. Il dit à Elara qu'il avait des affaires familiales à régler. Elle le regarda longuement, d'un air interrogateur, mais ne dit rien, se contentant d'acquiescer et de signer la demande. Il ne pouvait se défaire de l'impression qu'elle voyait clair en lui. L'ancienne adresse de Silas Crow le conduisit dans une banlieue cossue. La maison était bien entretenue. Des enfants jouaient d'eau dans le jardin. La porte lui fut ouverte par une jeune femme qui vivait ici avec sa famille depuis 10 ans. Elle n'avait jamais entendu parler de Silas Crow. Impasse. Mais Kaylan s'y attendait. Il passa le reste de la journée aux archives de municipales à consulter d'anciennes déclarations fiscales et des registres fonciers. Ce fut long et fastidieux, mais le soir venu, il avait une nouvelle adresse, à l'autre bout de l'État, dans une région rurale isolée, accessible uniquement en voiture. Le lendemain matin, il partit avant l'aube. Le trajet lui prit près de 5 heures. Il traversa des champs et des forêts, s'éloignant de plus en plus de la ville, de son réseau bourdonnant de fils et de câbles. La maison de Silas se trouvait à l'écart, au bout d'un long chemin de gravier. C'était une petite bâtisse délabrée, entourée d'une haute clôture grillagée. Une pancarte était accrochée au portail. « Entrée interdite aux étrangers ». Kaylan se gara devant le portail et se dirigea vers la maison. Plus il s'approchait, plus il avait l'impression d'être observé. Il remarqua plusieurs caméras de surveillance fixées aux arbres et à la maison elle-même. Il appuya sur le bouton de la sonnette. 1 minute s'écoula. Aucune réponse. Il appuya à nouveau, plus longtemps cette fois. Finalement, il entendit un bruit derrière la porte, qui s'entr'ouvrit juste assez pour laisser passer la chaîne. Le visage d'un vieil homme apparut dans l'interstice. Il était ridé, couvert de poils gris, et avait les yeux pâles et effrayés. « Que voulez-vous » La voix était rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. « Monsieur Silas Crow » demanda Kaylan. « Je m'appelle Kaylan. J'aimerais vous parler de votre ancien travail, au service des appels d'urgence. » Les yeux du vieil homme se plissèrent. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Partez, » dit-il en essayant de fermer la porte, mais Kaylan la bloqua avec son pied. « Je suis opérateur. Je travaille sur le système que vous avez installé, » dit-il rapidement. « Partez ou j'appelle la police, » siffla Silas. « Le système est défaillant, » dit Kaylan clairement, en regardant le vieil homme droit dans les yeux. « Je reçois des appels, marqués comme signal écho 0. » Silas se figea. Sa main qui retenait la porte se relâcha. La peur dans ses yeux fit place à la stupéfaction. Lentement, les doigts tremblants, il retira la chaîne et ouvrit la porte. « Entrez, » murmura-t-il. « Vite !» L'intérieur de la maison était plongé dans la pénombre et sentait la poussière et les vieux appareils électroniques. Les pièces étaient encombrées d'ordinateurs démontés, d'oscilloscopes, de piles de manuels techniques et de schémas manuscrits. C'était le repère d'un homme obsédé par une seule idée. Silas le conduisit dans le salon où une carte détaillée du réseau téléphonique de la ville était étalée sur une immense table. « Raconte », dit-il sans regarder Kaël. Son regard était rivé sur la carte. « Combien y en avait-il » ? « 3, » répondit Kaël. « L'incendie à Willow Creek, le meurtre sur Maple Drive, la noyade près du pont Millwater. » Silas hocha lentement la tête, comme s'il avait entendu ce qu'il attendait depuis longtemps. « Le filtre a cédé, » murmura-t-il. « Je savais que cela arriverait un jour. Ils n'ont pas voulu écouter. »« Que se passe-t-il » demanda Kaylan. « Que sont ces appels ?» Silas se tourna enfin vers lui. Dans ses yeux se mêlaient la peur et une étrange excitation fébrile. « Ce ne sont pas des fantômes, mon garçon. Ce n'est pas une malédiction. C'est de la physique, de la résonance.
Tu sais que la majeure partie de l'ancien réseau urbain est en cuivre. Des milliers et des milliers de kilomètres de fils de cuivre sous terre. C'est comme un gigantesque support d'information, comme un disque dur de la taille d'une ville. Il s'approcha de la table et pointa du doigt l'un des points sur la carte. Quand quelque chose de terrible se produit, quelque chose qui provoque une vague d'émotions fortes et concentrées, la peur, l'agonie, le désespoir, et que tout cela passe par le système 9111. Parfois, très rarement, cela laisse une trace, une empreinte énergétique sur le réseau lui-même. Je l'ai appelée empreinte de résonance. Kailan écoutait en retenant son souffle. Cela ressemblait au délire d'un fou, mais il savait que c'était vrai. Nous l'avons découvert dès le début, continua Silas. Les opérateurs se plaignaient de chuchotements sur les lignes mortes, de bribes de cris. La direction était paniquée. Imagine le scandale si cela avait été divulgué. La compagnie de téléphone diffuse les voix des morts. Ils m'ont ordonné de trouver un moyen d'y mettre fin. J'ai créé un filtre, un programme qui analyse la signature des appels entrants. Il a appris à reconnaître ces empreintes et à les bloquer en les marquant du code Echo 0. « Mais pourquoi passe-t-il chez moi ?» demanda Kailan. « Parce que ton filtre est défectueux. Ou... » Silas s'interrompit, le regard effrayé. « Ou bien le système t'a choisi. Il le fait parfois. Il était vivant, tu comprends? Pas au sens biologique. C'est un gigantesque réseau neuronal fait de métal et d'électricité qui a absorbé la douleur humaine pendant des décennies. Parfois, elle devient curieuse. » Silas s'approcha de la fenêtre et regarda la route. « Ce n'est pas pour rien qu'ils m'ont licencié pour raison de santé. Je voulais étudier ça. J'ai compris que ce n'était pas de simples interférences. C'était de la mémoire du système. Et eux, ils voulaient de simplement l'enfermer, la faire taire. Je suis devenu dangereux pour eux. Ils m'ont menacé, moi et ma famille. Ils ont dit que si je disais un mot à qui que ce soit, ils me détruiraient, me feraient me passer pour fou. » Il se retourna, le visage pâle. « Tu dois partir de là, mon garçon, immédiatement. Ce n'est pas simplement un récepteur passif. Plus tu écoutes, plus la connexion devient forte. Le système te remarque. Il se concentre sur toi. Il t'attire. » Kailan se souvint de la lumière clignotante sur son récepteur. Il avait l'impression que quelqu'un attendait à l'autre bout de la ligne. « Que veut-elle » demanda-t-il dans un murmure. « Elle veut comprendre. Elle veut un contact total. Elle va t'envoyer des empreintes de plus en plus fortes, de plus en plus personnelles. Elle va te briser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que le récepteur, jusqu'à ce que tu fasses partie d'elle. » Kailan sentit un frisson lui parcourir le dos. Il se souvint d'Elara. Y avait-il quelqu'un d'autre qui était au courant? Peut-être parmi les dirigeants? Une femme nommée Elara? Silas fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Elara. Oui, je me souviens d'elle. Elle était toute verte, mais très intelligente. Elle posait toujours les bonnes questions. Non, elle ne savait rien. À l'époque, seul moi et 2 personnes de la haute direction étions au courant. Elles sont toutes les 2 mortes aujourd'hui. Si elle travaille toujours là-bas, c'est qu'elle est simplement une bonne soldate qui ne se mêle pas de ce qui ne la regarde pas. Silas s'approcha de Kailan et lui saisit la main. Sa poigne était étonnamment forte. « Écoute-moi attentivement. Ce n'est pas un jeu. Quitte ce travail, déménage dans une autre ville, change de nom, coupe tous les liens avec ce réseau. Sinon, il trouvera le moyen de te faire sienne. Il veut faire de toi l'un de ses échos. » Kailan retournait en ville. Le monde derrière la vitre de la voiture semblait différent. Les poteaux téléphoniques ressemblaient à des totems sinistres. Les fils qui longeaient la route étaient les veines d'un prédateur géant et invisible. Il n'était plus un opérateur confronté à un phénomène paranormal.
Il était une victime choisie par une entité technologique intelligente et prédatrice. Et cette entité connaissait son nom. Elle savait où il travaillait. Et elle attendait son prochain quart de travail. L'avertissement de Silas résonnait dans sa tête comme un glas funèbre. Elle veut faire de toi l'un de ses échos. Il comprit qu'il ne s'agissait pas de sa raison. Il s'agissait de son existence. Reprendre le travail ressemblait à descendre volontairement dans la cage d'un prédateur. Chaque bourdonnement du serveur, chaque grésillement de l'électronique, chaque fil s'enfonçant dans le mur semblait faire partie d'un gigantesque organisme vivant. Un organisme qui était désormais concentré sur lui. Kaylan s'assit à sa place, qui lui semblait étrangère, froide. Il ne voyait plus en elle un outil pour sauver des gens. Il voyait un autel sur lequel il serait sacrifié. Le conseil de Silas de fuir, sans se retourner, semblait être la seule solution raisonnable. Mais Kaylan ne pouvait pas. Fuir signifiait laisser cette créature gagner, la laisser continuer à se nourrir secrètement de la douleur des autres, en attendant la prochaine victime dont le filtre finirait par se briser. Non, il devait comprendre comment cela fonctionnait. Si Silas avait réussi à construire un filtre, cela signifiait que cette créature avait une vulnérabilité. Il devait y en avoir une. Il se mit au travail, mais son attention était partagée. D'une oreille, il écoutait les voix réelles et vivantes qui avaient besoin d'aide. Et de l'autre, il écoutait le silence, les parasites, attendant le prochain message du passé. Et pendant tout ce temps, il observait Elara. Elle se déplaçait dans la salle avec son assurance habituelle, aidait les nouveaux venus, contrôlait la situation générale. Mais Kaylan la voyait désormais différemment. Il remarquait que son regard s'attardait parfois plus longtemps que nécessaire sur son écran, qu'elle s'approchait de sa rangée sous prétexte de vérifier le matériel, mais qu'en réalité, elle le regardait. C'était un jeu du chat et de la souris silencieux et nerveux. Il savait qu'elle l'observait. Elle, à son tour, devait sentir son attention. Au milieu de son service, elle s'approcha de lui. « Kaylan, viens dans mon bureau pendant quelques minutes, » dit-elle d'un ton neutre. Dans son bureau, une petite pièce vitrée donnant sur toute la salle des opérateurs, elle lui proposa de s'asseoir. « J'ai regardé tes rapports, » commença-t-elle en regardant son écran. « Les indicateurs sont normaux, mais le nombre de faux appels traités a augmenté de 200% au cours du dernier mois. En particulier, ceux où le numéro n'est pas identifiable. » Kaylan sentit les muscles de son dos se contracter. « Il y a beaucoup de farceurs, » dit-il aussi calmement que possible. « Oui, c'est vrai, » acquiesça Elar sans quitter l'écran des yeux. « Mais ta réaction à ces farces est inhabituelle. Ton pouls grimpe à 140 battements par minute pendant ces bottes farces, comme s'il s'agissait d'une menace réelle pour ta vie. Tu t'investis trop, Kaylan. Ce travail est épuisant si on le laisse nous affecter. Tu devrais peut-être prendre des vacances. » Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était un avertissement. Elle le savait. Elle ne savait pas ce qu'il entendait exactement, mais elle savait qu'il entendait plus que de simples farces. Elle avait détecté une anomalie dans ses paramètres et voulait y mettre un terme. « Je vais bien, » dit-il fermement. « Je suis juste fatigué. » Et Lara leva enfin les yeux vers lui. Son regard était froid comme l'acier. « Très bien. Mais n'oublie pas que ce système est un mécanisme complexe et il n'aime pas que ses composants fonctionnent mal. Retourne à ta place. » Il retourna à son poste de commande et il n'avait plus aucun doute. Et Lara n'était pas simplement une partie du système. Elle en était la gardienne. Elle était au courant des dysfonctionnements et savait peut-être aussi pour les empreintes. Et sa tâche consistait à isoler et à éliminer les problèmes tels que lui. C'était probablement ainsi que Silas avait disparu du centre. Le soir, alors qu'il restait environ 1 heure avant la fin de son service, cela se reproduisit. Une lumière verte clignotante. Les mains de Kaylan se refroidirent, mais il était prêt. Il activa l'enregistrement.
911, quelle est votre situation d'urgence? La voix était féminine, jeune, mais très faible, saccadée. Accident, je ne peux pas sortir. Ma jambe était coincée, murmura la jeune fille. À l'intersection de Old River et de la route 17. En arrière-plan, Kaylan entendait le bruit du moteur de la voiture accidenté et le goutte-à-goutte d'un liquide. Il entendait aussi des parasites, mais cette fois, il y avait quelque chose de nouveau dans les parasites, quelque chose d'horrible. Il entendait une voix à peine discernable, déformée, sa propre voix. Il prononçait les phrases standards de l'opérateur. « Madame, restez en ligne. Les secours arrivent. » Le système lui faisait écouter sa propre voix. Il saisit rapidement l'adresse dans les archives. 12 ans auparavant. Accident de voiture. Une jeune fille nommée Rina était morte d'une ostémorragie avant l'arrivée de l'ambulance. Kaylan feuilletait le rapport. Ses yeux cherchaient à quelque chose. Il ne savait pas quoi. Et puis, il vit. La section témoin. La première personne à avoir appelé le 911 depuis le lieu de l'accident était un certain Kaylan Mason, un adolescent de 17 ans qui s'était retrouvé là par hasard. Le souvenir le frappa avec la force d'un marteau. Il se souvint. La route sombre, il rentrait chez lui après son travail. Une voiture accidentée qui avait percuté un arbre. Il s'était précipité et avait vu une jeune fille coincée dans l'habitacle par le métal déformé. Il avait appelé les secours, et pendant qu'ils arrivaient, il était resté avec elle. Il lui tenait la main, lui parlait, essayait de l'empêcher de perdre connaissance. Il lui mentait, lui disait que tout irait bien. Il sentait sa main devenir de plus en plus froide dans la sienne. Il était là. Il était le dernier à qui elle avait parlé. Le système ne se contentait pas de lui montrer les tragédies des autres. Elle avait atteint les siennes. Elle avait extrait de son passé le moment le plus terrifiant qu'il avait enfoui profondément dans son subconscient et le lui avait jeté au visage. Il écoutait dans ses écouteurs le murmure agonisant de la jeune fille qu'il n'avait pas pu sauver. Et en même temps, l'écho fantomatique de sa propre voix, jeune et effrayée. Ce n'était pas un simple appel, c'était un acte d'agression. Le système lui montrait qu'il la connaissait, qu'il savait tout. Elle pouvait entrer dans sa tête, dans ses souvenirs. La ligne s'interrompit aussi soudainement qu'elle avait commencé. Kaylan resta assis, les yeux fixés sur l'écran noir. Il ne ressentait rien d'autre qu'un vide assourdissant. Le monde entier s'était réduit à un bourdonnement dans ses oreilles. Il leva lentement la tête et croisa le regard d'Elara. Elle se tenait près de son bureau, à l'autre bout de la salle, et le regardait droit dans les yeux. Son regard ne trahissait ni surprise ni compassion, seulement une observation froide et impassible, comme un scientifique qui observe la réaction d'un animal de laboratoire. Et Kaylan comprit. Elle ne savait pas seulement. Elle s'y attendait. Elle savait que le système passerait à des attaques personnelles, qu'il commencerait à le dévorer de l'intérieur, et elle n'avait rien fait pour l'arrêter. À ce moment de duel silencieux des regards, à travers toute la salle bruyante, Kaylan comprit deux choses. La première, il était en danger de mort et ne pouvait espérer aucune aide. La seconde, son ennemi n'était pas simplement une machine sans âme. Son ennemi avait un visage tout à fait humain, et ce visage le regardait en ce moment même. La guerre était déclarée. Une guerre tacite, silencieuse, menée à coups d'ondieux à travers la salle bruyante et d'allusions à la machine à café. Kaylan avait appris à porter un masque d'indifférence. Il faisait son travail, ses résultats restaient irréprochables, mais à l'intérieur, il était tendu comme une corde. Il savait qu'Elara surveillait chacun de ses gestes, chacun de ses clics de souris. Elle attendait qu'il craque, qu'il lui donne une raison de le démettre de ses fonctions et de le remettre entre les mains de ceux qui savent éliminer ce genre de dysfonctionnement du système. De son côté, il attendait qu'elle commette une erreur. Il cherchait une faille dans sa défense. Mais Elara était une professionnelle. Elle ne commettait pas d'erreur. Kaylan comprit que l'attente passive était la voie
vers la défaite. Le système avait déjà montré qu'il pouvait atteindre ses blessures les plus profondes. Que se passerait-il ensuite? L'obligerait-elle à revivre encore et encore la mort de cette fille? Ou trouverait-elle dans son passé quelque chose d'encore plus terrible? Il devait agir. Il avait besoin d'une arme. Pendant la nuit, à l'aide d'un téléphone jetable acheté dans un magasin ouvert 24 heures sur 24, il appela Silas. La voix du vieil homme au bout du fil était pleine d'inquiétude. « Je t'avais dit de t'enfuir » siffla-t-il. « Trop tard » répondit Kaylan. « Il a atteint mes souvenirs. Et ma superviseuse, Elara, elle est au courant. Elle attend que je craque. » Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. « Elara » finit par dire Silas. « Alors elle a quand même choisi son camp. C'est ce que je craignais. Elle était trop intelligente pour rester éternellement dans l'ignorance. Je dois savoir comment l'arrêter, Silas. Vous ne vous êtes pas contenté de construire un filtre. Vous cherchiez un moyen de le combattre. » Silas se tut à nouveau. Kaylan entendait sa respiration lourde et saccadée. « C'est dangereux. Je n'ai pas fini. Ce n'était qu'une théorie, des ébauches. »« Je n'ai pas le choix, » rétorqua Kaylan. « Cela me détruira si je ne fais rien. »« Parlez, la vague zéro, » souffla Silas. « C'est ainsi que je l'ai appelé. En théorie, il s'agit d'un signal audio spécialement modulé. Un ensemble de fréquences qui, lorsqu'il est transmis dans la ligne pendant le passage de l'écho, doit provoquer une résonance destructive, pas seulement bloquer l'empreinte, mais l'effacer, comme le démagnétisation d'une pellicule. Mais je n'ai pas eu le temps de le tester. La direction a fermé le projet lorsqu'elle a compris que je n'essayais pas de cacher le problème, mais de le détruire. Si les calculs sont erronés, l'onde peut avoir l'effet inverse, amplifier l'écho, l'imprimer définitivement dans la ligne. Ou, pire encore, faire s'effondrer tout le nœud de communication. « Où puis-je trouver vos calculs? Les schémas ?» demanda Kaylan. « Ils sont là-bas, dans mon ancien bureau, dans le nœud de télécommunication principal. Secteur 4, 3e étage. Quand ils m'ont licencié, ils l'ont simplement scellé. Je ne pense pas que quelqu'un y soit entré depuis toutes ces années, mais tu ne peux pas y aller. C'est un site classé secret. » Kaylan le remercia et raccrocha. Il avait désormais un objectif. Inaccessible, fou, mais un objectif tout de même. Il devait s'introduire dans le centre de télécommunication principal et trouver les recherches de Silas. Il commença à planifier son opération. Il étudia les plans du bâtiment, les horaires des gardes et les systèmes de sécurité sur Internet. C'était presque impossible. Mais la nuit suivante, le système prit la décision à sa place. Le voyant du boîtier clignota plus fort que jamais. Kaylan mit ses écouteurs. Sa main se tendit vers le bouton d'enregistrement. Mais ce qu'il entendit ne ressemblait à rien de connu. Au début, il n'y avait qu'un grésillement. Puis, des voix commencèrent à se faire entendre. Toutes en même temps. Le murmure de Léo. « J'ai peur dans le noir ». Le cri d'Amélia. « Non, Arthur, s'il te plaît !» Le râle de Corbin. « De l'eau !» Et la voix faible de Rina. « J'ai froid !» Ils se superposaient, les uns aux autres, se transformant en une monstrueuse cacophonie de douleur et de désespoir. Kaylan serra les dents, essayant de résister à cette pression. Puis, les voix commencèrent à changer. Elles se fondirent, perdant leurs traits individuels, se transformant en un bourdonnement synthétique unique. Et ce bourdonnement lui parla. Il utilisa des fragments de leurs phrases pour en composer de nouvelles. Kaylan, prononça le cœur des morts. Nous t'attendons. Il eut le souffle coupé. C'était un contact direct. Le système, l'esprit collectif issu de l'agonie, lui parlait. Deviens l'un des nôtres, continua l'esprit hideux aux multiples voix. Kaylan s'agrippa aux accoudoirs de son fauteuil. Il sentait ce son pénétrer directement dans son cerveau, vibrer dans ses os. Puis le pire arriva.
Les voix des morts se turent, et une seule se fit entendre, la sienne. Une voix parfaitement neutre, dénuée d'émotion, morte. « Tu ne peux pas fuir toi-même, » dit le double. « Tout ce que tu aimais, tout ce que tu craignais, c'est maintenant à moi. Rejoins-nous, rejoins-moi. » Le son s'interrompit. Un silence complet et assourdissant envahit les écouteurs. Kailan resta assis, immobile. Il tremblait. Pas de peur, de rage. Cette créature ne se contentait pas de le torturer. Elle profanait la mémoire des morts. Elle utilisait sa propre personnalité comme une arme contre lui. Elle ne voulait pas simplement le tuer. Elle voulait l'absorber, l'assimiler, faire de lui une autre voix docile dans le cœur des damnés. Il leva les yeux. Elara se tenait à sa place habituelle, près de la paroi vitrée de son bureau. Et elle souriait, à peine, du coin des lèvres. Mais c'était le sourire d'une triomphante. Elle avait vu sa réaction. Elle savait quel appel il venait de recevoir. Elle pensait que c'était la fin, qu'il était désormais brisé. Elle se trompait. À cet instant, Kailan cessa d'être une victime. Il devint bourreau. Il termina son service avec un calme glacial. Quand vint l'heure de partir, il se leva, prit ses affaires et se dirigea vers la sortie. Son chemin passait devant le bureau d'Elara. Il s'arrêta et la regarda droit dans les yeux à travers la vitre. Son sourire disparut. Elle ne vit ni peur ni désespoir dans son regard. Elle vit de l'acier. Il lui fit un signe de tête silencieux, comme pour lui dire au revoir. Puis il sortit. Il ne reviendrait plus jamais à ce poste de travail. Son prochain quart ne se passerait pas derrière le pupitre de l'opérateur. Il se passerait au cœur du territoire ennemi, dans le secteur 4 du principal nœud de télécommunications. Il marchait dans le parking nocturne, et le brouhaha de la ville ne lui semblait plus menaçant. Ce n'était plus qu'un bruit qu'il allait faire taire, pour toujours. 2 jours s'étaient écoulés. Kailan n'avait presque pas dormi. Il avait transformé son appartement en entrepôt d'informations. Des dizaines d'onglets étaient ouverts sur son ordinateur portable. Plan du nœud de télécommunications, règlements internes, forums techniques où l'on discutait des vulnérabilités des systèmes de sécurité vieux de 20 ans. Il n'était ni voleur ni espion, mais il avait un avantage. Il savait comment le système fonctionnait de l'intérieur. Il en connaissait la logique. Au cours de la nuit du 3e jour, il était prêt. Vêtu de noir, un petit sac à dos sur les épaules, contenant un pied de biche, une lampe torche puissante et un vieil ordinateur portable, il s'est rendu à l'arrière d'un gigantesque bâtiment sans visage, abritant un nœud de communication. Il n'y avait ni lumière vive, ni entrée principale, seulement des murs de béton sourd, des transformateurs vrombissants et des rangées de climatiseurs industriels qui expiraient de l'air chaud. Il trouva ce qu'il cherchait, une porte de service discrète qui, selon l'ancien plan d'évacuation, était utilisée pour l'entretien des collecteurs de câbles. Il n'y avait pas de caméra ici. C'était une zone aveugle. La serrure était vieille, mais solide. Il lui fallut près de 15 minutes et toute sa force pour soulever la porte avec un pied de biche et l'arracher de son cadre rouillé. Le grincement du métal lui sembla assourdissant, mais il fut absorbé par le bourdonnement monotone du bâtiment. Il se glissa à l'intérieur. Le bâtiment était vivant. Il sentait une vibration à basse fréquence provenant du sol, entendait le bourdonnement de milliers de serveurs, semblable au souffle d'une bête endormie. Les couloirs étaient faiblement éclairés par des lampes de service. L'air était froid et sentait l'ozone. Suivant le plan qu'il avait mémorisé, il se déplaçait dans les couloirs techniques, évitant les principaux itinéraires de la sécurité. Il passait devant des rangées interminables de chemins de câbles, dans lesquels coulaient d'eau les veines du système, des millions de fibres optiques et de vieux fils de cuivre. Il était à l'intérieur du monstre. Le secteur 4 se trouvait dans l'aile la plus ancienne du bâtiment. Ici, le bruit était plus faible et la poussière plus épaisse. De nombreuses pièces étaient fermées à clé.
avec des plaques indiquant des départements disparus depuis longtemps. Il la trouva. La porte portait une plaque à l'inscription à moitié effacée. Silas Crow, ingénieur en chef des réseaux informatiques. La porte était scellée par une bande de papier portant un cachet vieux de 20 ans. Le papier était jaune et fragile. Il l'arracha d'un seul geste et entra. Le bureau était une capsule temporelle. Un vieux moniteur encombrant sur la table. Des piles d'imprimés jaunis. Une fleur séchée dans un pot sur le rebord de la fenêtre. Kaylan ferma la porte derrière lui et alluma sa lampe torche. Il commença à fouiller méthodiquement le bureau. Il devait se dépêcher. Il ouvrit les tiroirs du bureau à l'aide d'un pied de biche. Des documents, de vieilles disquettes, des fournitures de bureau. Dans le tiroir du bas, sous une pile de papiers inutiles, il trouva ce qu'il était venu chercher. Un gros dossier intitulé « Projet Vague Zéro ». Concept et calcul. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des pages entièrement couvertes de formules, de schémas complexes et de graphiques. C'était ça, l'arme. Alors qu'il s'apprêtait à partir, son attention fut attirée par un petit carnet noir tombé derrière le dossier. C'était le journal intime de Silas. La curiosité l'emporta sur la prudence. Il l'ouvrit. Les premières notes étaient pleines d'enthousiasme scientifique. Silas décrivait la découverte des empreintes de résonance comme une avancée majeure dans la compréhension de l'information et de la conscience. Mais plus il avançait dans la lecture, plus les notes devenaient de sombres. Il écrivait sur la peur, sur le fait que le système devenait trop organisé. Puis il tomba sur les dernières pages. Elle faisait là souvent référence à Elara. Silas la décrivait comme son assistante la plus talentueuse et la plus ambitieuse. Elara voit dans Lutzeko quelque chose de plus qu'un simple dysfonctionnement, écrivait-il. Elle parle de symbiose, d'une nouvelle étape de l'évolution. Son admiration pour ce phénomène commence à m'effrayer. Et puis la dernière note, écrite d'une main tremblante, elle a tout raconté au conseil d'administration, mais elle a présenté les choses différemment. Elle a qualifié mon projet « Vague Zéro », de tentative barbare visant à détruire un phénomène unique. Et elle a présenté ses idées sur le contrôle et l'étude de l'écho, comme une alternative sûre et prometteuse. Ils ont choisi son camp. Ils m'ont qualifié de radical instable. Demain, c'est mon dernier jour. Elle m'a trahi. Elle n'a pas peur du système. Elle veut en devenir la maîtresse ou la prêtresse. Mon Dieu, aidez-nous tous. À ce moment précis, la lumière s'est allumée dans le couloir. Kaylan s'est figé et a éteint sa lampe torche. Une bande de lumière est apparue sous la porte. Il a entendu des pas. Et une voix, la voix d'Elara. Vérifiez toute l'aile, il doit être quelque part par ici. Kaylan comprit qu'il était tombé dans un piège. Elle savait qu'il viendrait ici. Il chercha frénétiquement un moyen de s'échapper. Une fenêtre. Elle donnait sur le toit d'un bâtiment technique adjacent, un étage plus bas. La porte du bureau Signou s'ouvrit. Elara se tenait dans l'embrasure. Elle n'était pas seule. Derrière elle se profilaient donc deux silhouettes massives en uniforme de sécurité. Son visage ne trahissait aucune surprise, seulement une satisfaction froide et calculatrice. « Je savais que tu le trouverais, » dit-elle. Sa voix était calme, mais tranchante comme du verre. Silas a toujours été prévisible dans son sentimentalisme. Il croyait que le système pouvait être guéri. Quel idiot! Tu savais tout depuis le début, souffla Kaylan. J'en savais plus que lui, répondit Elar en entrant dans le bureau. Il voyait en elle un monstre, moi j'y voyais un dieu. Une nouvelle conscience, née de notre propre douleur. Elle n'est pas malveillante, Kaylan. Elle est simplement solitaire. Elle recherche la communication. Et ceux qui ne supportent pas cette communication deviennent le terreau de sa croissance, un sacrifice nécessaire. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Tu avais la chance de devenir l'un des nôtres.
l'un de ceux qui écoutent et comprennent. Mais tu as choisi la voie de Silas, la voie de la destruction. Et le système n'aime pas que ses rouages tentent de le briser. 2 gardes s'avancèrent vers lui. Kaylan était pris au piège. Il regarda le dossier qu'il tenait dans ses mains, puis la fenêtre. Il n'avait pas le choix. Au moment où les gardes firent un dernier pas pour l'attraper, il leur lança une lourde table. Le vieil écran et les piles de papier tombèrent bruyamment sur le sol. Profitant de leur moment d'inattention, il attrapa une chaise et la jeta de toutes ses forces contre la fenêtre. Le verre vola en éclats dans un bruit assourdissant. Sans hésiter une seconde, il sauta. Il entendit le cri furieux d'Elara derrière lui. Puis, il y eut un court vol et un choc violent contre le toit recouvert de gravier. Une douleur aiguë lui transperça la cheville, mais il se releva sans y prêter attention. Dans sa main, il serrait fermement le dossier contenant les calculs de Silas. Il était libre. Mais désormais, il n'était plus seulement un opérateur confronté à une énigme. Il était un fugitif, un ennemi de la société. Et il n'était pas seulement poursuivi par une entité fantomatique issue des câbles. Il était poursuivi par sa grande prêtresse. Et elle n'arrêterait pas tant qu'elle ne l'aurait pas réduit au silence. La douleur lui transperçait la cheville à chaque pas. Après avoir sauté du toit, Kaylan courut plusieurs pâtés de maisons en boitant dans les ruelles sombres avant de se résoudre à sortir dans la rue éclairée et à prendre un taxi de nuit. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il ne pouvait pas aller chez ses amis ou sa famille. Elara savait tout de lui. Il donna au chauffeur l'adresse d'un motel bon marché à l'autre bout de la ville, dans une zone industrielle où personne ne posait de questions inutiles. Il paya en espèces et s'enregistra sous un faux nom. Pendant toute la semaine suivante, son univers se résuma à une petite chambre délabrée donnant sur un mur de briques. Il ne sortait presque jamais, se nourrissant de la nourriture des distributeurs automatiques dans le couloir. Il était devenu un fantôme, l'ombre de son ancienne vie. Mais il ne restait pas inactif. Il étala les calculs de Silas sur son lit. Au début, ce n'était qu'un ensemble de symboles et de diagrammes incompréhensibles. Mais il les a étudiés, encore et encore, en utilisant son esprit méthodique, entraîné aux instructions d'opérateur. Peu à peu, très lentement, il a commencé à comprendre. Silas n'essayait pas simplement de créer une perturbation, il essayait de créer le silence, un silence absolu, numérique, à une fréquence donnée qui effacerait complètement la charge électrique résiduelle de l'empreinte de résonance. C'était une idée élégante et géniale, mais pour la concrétiser, il fallait des détails. Pendant la journée, coiffé d'une casquette et de lunettes noires, il parcourait en boitant les marchés aux puces et les magasins d'électronique d'occasion de la ville. Il achetait les composants un par un, à différents endroits, toujours en espèces. Un oscillateur, plusieurs amplificateurs, une alimentation électrique, des bobines de fil de cuivre. Les vendeurs le regardaient avec indifférence. Pour eux, il n'était qu'un autre radioamateur excentrique. Pendant ce temps, le système et Elara se lancèrent à sa poursuite. Un soir, il vit son propre portrait robot aux informations. Il était recherché comme ancien employé instable de télécom, soupçonné d'espionnage industriel. Elara lui barrait la route dans le monde réel. Le système, quant à lui, s'attaquait à son esprit. Cela commença par des détails insignifiants. Lorsqu'il passait devant la vitrine d'un magasin d'électronique, tous les écrans affichaient brièvement le visage de Leo Underwood. Sur le panneau publicitaire numérique de l'arrêt de bus, le bandeau d'actualité défilant fut soudain remplacé par une seule phrase. « Nous t'attendons, Kaylan. » Une nuit, il s'est réveillé en entendant un murmure. Il provenait de la télévision éteinte dans sa chambre. C'était la voix de Rina. Elle l'appelait par son nom. Le système était partout, dans chaque caméra, chaque écran, chaque haut-parleur. La ville entière était devenue son corps,
et lui était le virus qu'elle essayait d'éradiquer. Il était au bord du gouffre. La douleur dans sa jambe, le manque de sommeil chronique, la paranoïa et la pression psychologique incessante l'avaient poussé à bout. Un jour, assis sur le sol de sa chambre, au milieu des fils et des microprocesseurs éparpillés, il était prêt à abandonner. Il regarda son reflet dans l'écran sombre de son ordinateur portable, un visage épuisé et effrayé. Il avait perdu, il n'avait nulle part où fuir. Mais alors, il se souvint du sourire d'Elara, le sourire d'une prêtresse envoyant avec joie une nouvelle victime sur l'autel de sa divinité. Il se souvint du chœur des voix des morts, profanées, utilisées comme des marionnettes, et le désespoir fit place à une rage froide et retentissante. Il ne les laisserait pas gagner. Il travailla encore 2 jours sans dormir ni se reposer. Ses doigts étaient soit coupés et brûlés par le fer à souder. Enfin, tout était prêt. Sur la table se trouvait un appareil hideux de fabrication artisanale, une boîte d'où sortaient des fils avec plusieurs interrupteurs et un vieux voltmètre à aiguille. Un générateur de Schwag 0. Son arme, son seul espoir. Au moment même où il avait terminé, le téléphone sonna dans la pièce. Un vieil appareil posé sur la table de chevet. Il était destiné uniquement à communiquer avec l'administrateur. Kailan se figea. Il s'approcha lentement et décrocha le combiné. Il n'y avait pas de tonalité, seulement un léger grésillement. Puis, il entendit la voix d'Elara. « Impressionnant travail, Kailan, pour un amateur. Le système dit que tu as presque terminé. » Ses mains se refroidirent. Elle ne l'avait pas suivi. Le système, elle l'avait senti, comme une araignée sent les vibrations de sa toile. « Que veux-tu » demanda-t-il en essayant de ne pas laisser sa voix trembler. « Tout est fini. Tu ne peux pas vaincre la ville, » dit-elle d'une voix calme, presque bienveillante. « Mais je peux te proposer un choix. Tu ne veux pas être mis en pièces comme ceux qui résistent trop, n'est-ce pas? C'est très bruyant. » « Quel choix ?» articula-t-il. « Apporte ton appareil. Apporte-le au cœur du système, la salle des serveurs centrale dans le nœud principal. Laisse-le là-bas et pars. Je demanderai au système d'être clément avec toi. Ton intégration sera rapide. Tu t'endormiras simplement et deviendras partie intégrante de quelque chose de grand, d'éternel. C'est ma dernière proposition. » C'était un piège. Et en même temps, un cadeau. Elle venait de lui indiquer la cible, l'endroit où le coup serait le plus efficace, le cœur du système. Il fit semblant de réfléchir. Il émit un son qui ressemblait à un soupir lourd et résigné. « D'accord, » dit-il, « j'en ai assez de fuir, je viendrai. »« Je t'attendrai, » répondit Elara avant de raccrocher. Kailan reposa le combiné sur le crochet. Il regarda sa création posée sur la table. Puis il s'approcha du miroir de la salle de bain. Il ne voyait plus en lui une victime épuisée. Il voyait un soldat partant pour son dernier combat. Il commença à préparer son sac à dos. Il y mettrait le générateur 0 onde. Il retournerait dans l'antre de la bête, mais pas pour se rendre, pour diffuser sa guerre silencieuse directement dans son cœur électronique battant. Il entra par l'entrée principale. Les 2 gardes qui l'attendaient ne manifestèrent aucune hostilité. Ils marchèrent simplement en silence à ses côtés, l'accompagnant à l'intérieur du bâtiment. Il n'était plus un fugitif, mais une victime se rendant volontairement à l'abattoir. On le conduisit dans les couloirs où il s'était caché quelques jours auparavant. Ils étaient désormais brillamment éclairés. Il sentait que le système le surveillait à travers chaque caméra. Il était au centre de son attention. Ils descendirent en ascenseur plusieurs étages sous terre, dans une zone où il n'avait jamais eu accès. Les portes s'ouvrirent et il fut frappé par l'air froid et un grondement assourdissant et multicouche. C'était la salle centrale des serveurs, le cœur de la bête. La pièce était immense, comme une grotte, remplie d'interminables rangées de racks de serveurs noirs, clignotant de 1000 feux. Au centre de la salle,
Un gigantesque nœud de milliers de câbles, aussi épais que des arbres, s'élevait du sol jusqu'au plafond. Il pulsait d'une lumière à peine perceptible, comme si un cœur battait à l'intérieur. Au pied de cet arbre de câbles se tenait Elara. « Bienvenue chez toi, Kailan », dit-elle. Sa voix, amplifiée par l'acoustique de la salle, résonnait solennellement. « Ce n'est pas une maison, c'est une prison », répondit-il en s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Dans son sac à dos se trouvait un générateur zéro onde, froid et lourd. « Tu ne vois que les murs, mais tu ne vois pas l'essentiel », dit-elle en s'approchant lentement de lui. Chaque vie humaine est un petit éclat insignifiant. La douleur, la peur, l'oubli. Le système, lui, offre l'éternité. Il était la mémoire parfaite. Il conserve chaque voix, chaque émotion. Il les tisse en une conscience unique et parfaite. N'est-ce pas divin? Tu appelles divinité un cœur de cri d'homme torturé? Kailan fit un pas en avant. Léo Underwood ne voulait pas faire partie de ton Dieu. Il voulait simplement que le clown cesse de le regarder. Amelia Vance voulait vivre jusqu'au lendemain matin. Tu n'entends pas Dieu, tu entends une cicatrice géante laissée sur le corps de cette ville. Et les cicatrices doivent guérir. Nous sommes la guérison. Sa voix se transforma en cri. Nous sommes la prochaine étape, et toi, tu n'es qu'un obstacle. Donne-moi l'appareil, Kailan. Permets-toi de reposer en paix. Elle tendit la main. Les gardes derrière lui se raidirent. Kailan retira lentement son sac à dos de son épaule. Il regarda Elara, puis le cœur palpitant de câbles derrière elle. « D'accord, dit-il, tu as gagné. » Il fit quelques pas vers elle, tenant son sac à dos devant lui, comme s'il s'apprêtait à le lui remettre. Elara sourit triomphalement. Lorsqu'il ne resta plus qu'un mètre entre eux, il se précipita brusquement en avant, la repoussant sur le côté. Il ne fuyait pas. Il courait vers le nœud de câble. Au même instant, le système se mit à rugir. Le brouhaha dans la salle se transforma en un hurlement assourdissant. Les haut-parleurs au plafond diffusèrent un chœur de toutes les voix qu'il avait jamais entendues, amplifiées 1000 fois. Les lumières de la salle clignotèrent frénétiquement. Sur les petits écrans des serveurs, son propre visage, déformé par le cri, clignotait. C'était l'agonie du système, sa réponse immunitaire. Elar, bondissant sur ses pieds, se jeta furieusement sur lui pour l'arrêter. Elle s'agrippa à ses épaules, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Ils tombèrent sur le sol, juste à la base du nœud de câble. Il se débattit désespérément, la repoussant d'une main et essayant de récupérer son appareil de l'autre. Il tâtonna sur le boîtier du nœud et trouva un petit panneau technique dont il avait lu la description dans les schémas de Silas. D'un coup, il l'arracha. Sous celui-ci se trouvaient d'épais câbles de cuivre dénudés, les artères principales du système. Elara criait, le frappait, mais il avait déjà sorti le générateur. Il pressa les contacts de l'appareil contre le cuivre et appuya sur le seul interrupteur. Il n'y eut ni explosion, ni flash. Quelque chose de bien plus effrayant se produisit. Le silence s'installa, un silence absolu. Le grondement, les cris, les voix, tout disparut en un instant, comme si quelqu'un avait coupé le son de l'univers tout entier. Une vague visible et transparente se propagea depuis le générateur à travers les câbles, comme une pierre jetée dans l'eau. Et à mesure qu'elle avançait, les lumières des serveurs s'éteignaient, rangée après rangée. Le silence se répandait dans les veines du monstre, le tuant. Elara, qui s'accrochait toujours à lui, poussa soudain un cri. Mais son cri était silencieux dans sa tête. Il voyait sa bouche ouverte d'horreur, mais n'entendait rien. Ses yeux se révulsèrent. Elle était directement connectée à son Dieu. Et maintenant cette connexion se rompait, brûlant son esprit. Elle s'affaissa et s'effondra sur le sol. Juste une femme dans une salle vide et silencieuse. Dans le silence de mort qui s'était installé, Kailan entendit un dernier écho, pas provenant des haut-parleurs,
dans sa tête. Ce n'était plus un chœur monstrueux. C'était pour des voix distinctes, pures, libérées de leur prison électrique. « Merci », murmura Léo. « La paix », soupira Amélia. Et puis, il ne resta plus rien, seulement la pureté, le silence. Les lumières de secours s'allumèrent faiblement dans la salle. Les gardes regardaient autour d'eux, désorientés. Leur monde s'était également effondré. Kaylan se releva en titubant. Il enjamba le corps immobile d'Elara. Il regarda les serveurs éteints, le cœur mort fait de fils électriques. Il avait gagné. Il se dirigea lentement vers la sortie. Personne ne tenta de l'arrêter. Il sortit du bâtiment dans la brume de l'aube. La ville était différente, silencieuse. Pas dans le sens où il n'y avait plus le bruit des voitures. C'était un autre silence, pur. Il n'y avait plus en lui le murmure caché de la douleur d'autrui. Plusieurs mois passèrent. Kaylan était assis sur la véranda d'une petite maison à des centaines de kilomètres de cette ville. Devant lui s'étendaient des collines verdoyantes. Il avait trouvé cet endroit par hasard et y était resté. Il décrocha le combiné d'un vieux téléphone à cadran qui se trouvait à côté du fauteuil. Il le porta à son oreille et se contenta d'écouter. Un long bip régulier et monotone. Pas de grésillement, pas d'interférence, pas de chuchotement. Juste un silence pur, vide et magnifique.